Il y a des gens qui n'ont presque rien accompli et qui parlent comme s'ils avaient déjà tout conquis, et il y a des gens qui ont accompli des choses immenses et qui doutent d'eux-mêmes chaque matin. Si la confiance venait vraiment de la compétence, ce serait l'inverse. Alors qu'est-ce que c'est, la confiance, si ce n'est pas ça? Je vais te dire quelque chose que presque personne ne dit clairement. Ce n'est pas une vidéo sur comment avoir confiance en 5 minutes ou sur des affirmations à répéter devant le miroir. Ça, c'est la version pour enfants du sujet. La vraie confiance n'a presque rien à voir avec ce que tu penses. Robert Greene a construit toute son œuvre sur une idée simple. Ceux qui dominent un domaine ne sont pas les plus confiants au départ. Ce sont ceux qui ont appris à agir malgré l'absence de confiance, jusqu'à ce qu'elle finisse par arriver. Tu vas voir dans les prochaines minutes pourquoi presque tout ce qu'on t'a enseigné sur la confiance repose sur une image inversée. Et une fois que tu auras vu l'image dans le bon sens, tu ne pourras plus revenir en arrière. Reste avec moi, vois ici le problème, dans toute sa précision. On nous a vendu une équation fausse. Compétence égale confiance. Plus tu es bon, plus tu devrais te sentir sûr de toi. Mais les chercheurs qui ont étudié ce lien ont trouvé quelque chose de troublant. En 1999, 2 psychologues, David Dunning et Justin Kruger, ont fait passer des tests de logique, de grammaire et d'humour à un groupe de participants. Puis ils leur ont demandé d'évaluer eux-mêmes leurs performances. Résultat, les participants les moins performants, ceux qui se trouvaient dans le quart inférieur, s'estimaient systématiquement bien au-dessus de la moyenne, alors que les plus performants, eux, avaient tendance à sous-estimer légèrement leur propre niveau. Cassius n'est pas une anecdote, c'est un mécanisme qui traverse toute vie humaine et, à l'échelle d'une population entière, les chercheurs en psychologie comportementale ont documenté autre chose encore. La plupart d'entre nous sommes légèrement surconfiants en moyenne. Plus de la moitié des gens pensent conduire mieux que la moyenne, ce qui, mathématiquement, est impossible pour tout le monde à la fois. Autrement dit, la confiance que tu ressens n'est presque jamais un thermomètre fiable de ta valeur réelle, et ce mécanisme ne se limite pas à un test de logique en laboratoire. Il traverse absolument tous les domaines de ta vie. Au travail, c'est le collègue qui parle avec assurance dans chaque réunion, alors qu'il maîtrise à peine le dossier, pendant que toi, qui as passé des nuits à comprendre chaque détail, tu restes silencieux par peur de dire une bêtise. En amour, c'est celui qui drague avec un aplomb total après 3 rendez-vous ratés, pendant que toi, qui as vraiment des choses à offrir, tu hésites à envoyer un simple message. Dans la création, c'est celui qui publie n'importe quoi avec une confiance absolue, pendant que toi, qui travailles ton art depuis des années, tu gardes tes meilleurs projets dans un tiroir parce qu'ils ne te semblent jamais assez bons. Ce déséquilibre n'est pas un accident isolé. C'est une loi silencieuse qui gouverne presque toutes les interactions humaines, et si tu ne la comprends pas, elle va continuer à te coûter des opportunités, année après année. Et le pire, c'est que ce mécanisme s'auto-alimente. Chaque fois que tu recules par manque de confiance, tu prives ta mémoire d'une preuve concrète que tu en étais capable. Résultat, la prochaine fois, tu as encore moins de matière pour te faire confiance. C'est une spirale, et elle descend toute seule si personne ne vient l'arrêter. À l'inverse, chaque petite action que tu oses malgré le doute, même ratée, laisse une trace différente dans ta mémoire, la preuve que tu as survécu à l'inconfort. Cette preuve-là vaut infiniment plus que n'importe quel discours que tu pourrais te tenir devant un miroir. Alors voici ce que ce décalage produit dans une vie. Tu vois des gens médiocres avancer avec un aplomb qui t'écœure, pendant que toi, qui travailles dur, qui progresse réellement, tu restes paralysé par le doute. Tu attends de te sentir prêt avant d'agir, et ce sentiment n'arrive jamais, parce qu'il n'a jamais été conçu pour arriver avant l'action. Il arrive après, et plus tu attends ce sentiment, plus le fossé se creuse entre ce que tu es capable de faire et ce que tu oses réellement faire. Sénèque écrivait qu'on ne manque pas de temps, on en perd beaucoup. Il en va de même pour la confiance. On ne manque pas de compétences,
On attend une preuve qui ne viendra jamais avant que tu commences. Voici la vérité cachée, celle qui change tout. La confiance n'est pas un préalable à l'action. Elle en est la conséquence. Ce n'est pas « je me sens confiant, donc j'agis ». C'est « j'agis malgré l'absence de confiance ». Et l'action elle-même fabrique, lentement, la confiance. Nietzsche disait qu'il faut devenir ce qu'on est. Mais on ne devient jamais ce qu'on est en restant immobile à l'attendre. On le devient en agissant comme si on l'était déjà, jusqu'à ce que ça cesse d'être un mensonge. Épictète, lui, faisait une distinction essentielle. Il y a ce qui dépend de toi, tes choix, tes actions, ta discipline, et il y a ce qui n'en dépend pas, le jugement des autres, le résultat final, le sentiment de sécurité qui arrive quand il veut. La confiance, la vraie, ne dépend jamais du sentiment. Elle dépend de l'action répétée. Ed Green ajoute une pièce cruciale à ce puzzle. Il explique que ceux qui atteignent la maîtrise dans un domaine traversent tous une période où ils se sentent incompétents, maladroits, à côté de la plaque. Ce n'est pas un accident du parcours, c'est une étape obligatoire. Celui qui évite cette phase inconfortable n'atteint jamais l'autre côté. Autrement dit, le doute que tu ressens en ce moment n'est pas la preuve que tu n'es pas fait pour ce que tu veux accomplir. C'est la preuve que tu es exactement à l'endroit où tout le monde passe avant de devenir compétent. Kierkegaard parlait d'un vertige particulier face à la liberté, celui de savoir que tu pourrais agir, que rien ne t'en empêche vraiment à part toi-même, et que cette possibilité elle-même est angoissante. C'est exactement ce vertige que tu ressens juste avant d'oser. Ce n'est pas un signal d'arrêt, c'est le signal que tu es sur le point de choisir qui tu deviens. Et il y a une raison très concrète pour laquelle attendre la confiance avant d'agir ne fonctionne jamais. Le cerveau ne construit une croyance stable en tes capacités qu'à partir de preuves vécues. Pas de preuves imaginées, pas de préparation mentale seule, des preuves réelles accumulées dans le contact direct avec l'action. Tant que tu restes dans ta tête à attendre le bon moment, tu prives ton propre esprit de la seule matière première dont il a besoin pour te faire confiance un jour. L'expérience, il existe 3 visages de la confiance, 3 façons dont elle se manifeste ou se dérobe sans qu'on le comprenne toujours. Le premier visage, c'est la fausse confiance. C'est celle des gens qui parlent fort, qui occupent l'espace, qui n'ont jamais de doute apparent, mais gratte un peu et tu trouveras souvent, en dessous, une peur immense d'être découvert comme un imposteur. C'est exactement le mécanisme que Dunning et Kruger ont mis en lumière. Moins on connaît un domaine, moins on est capable de voir l'étendue de ce qu'on ignore. L'incompétence protège de la lucidité. C'est confortable, mais c'est fragile. Un seul contact avec la vraie difficulté suffit à faire tomber ce genre de confiance comme un château de cartes. Tout a sûrement déjà vu ça de près. Quelqu'un qui parlait avec une assurance totale d'un sujet jusqu'au jour où un vrai expert est entré dans la pièce et où soudain, ce même sujet est devenu beaucoup plus flou dans sa bouche. Ce n'est pas de la malhonnêteté, la plupart du temps. C'est simplement que son ignorance ne lui permettait même pas de mesurer la taille réelle du sujet. Machiavel savait repérer ça très vite. Il disait que ceux qui paraissent les plus assurés en public sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. Ne confonds jamais le bruit avec la solidité. Et il y a un test simple pour distinguer les deux. La fausse confiance s'effondre devant la contradiction. Elle ne supporte pas qu'on la remette en question, parce qu'elle n'a jamais eu de fondation pour absorber le choc. Au moindre désaccord, elle devient agressive ou fuit la conversation. La vraie confiance, elle, peut entendre « tu as tort » sans se sentir menacée dans son entièreté, parce qu'elle sait faire la différence entre une erreur ponctuelle et une remise en cause de sa valeur globale. Le deuxième visage, c'est le doute légitime du compétent. C'est le paradoxe qu'on évoquait au début. Plus tu deviens réellement bon dans un domaine, plus tu perçois avec précision tout ce qui te reste à apprendre. Ce n'est pas un défaut. C'est un signe de lucidité, pas de faiblesse. Le problème, c'est quand ce doute légitime se transforme en paralysie. Quand la lucidité sur tes limites t'empêche d'avancer, au lieu de simplement t'indiquer où travailler encore.
Marc Aurèle notait chaque soir ce qu'il avait mal fait dans la journée, non pas pour se punir, mais pour ajuster le lendemain. Le doute, utilisé correctement, n'est pas un frein. C'est un instrument de précision. C'est d'ailleurs ce qui rend ce deuxième visage si trompeur. De l'extérieur, il ressemble presque exactement à de l'insécurité. Mais la différence se joue dans une seule question. Est-ce que ce doute te pousse à te préparer mieux ou est-ce qu'il te paralyse complètement? Le premier cas est un allié. Le deuxième est un piège dans lequel il ne faut jamais s'installer trop longtemps. Le troisième visage, c'est la confiance construite, celle qui ne vient ni du bluff ni de l'attente d'un sentiment parfait, mais de l'accumulation lente de preuves concrètes que tu t'es données à toi-même, jour après jour. C'est la seule forme de confiance qui résiste à l'échec parce qu'elle n'a jamais reposé sur l'absence d'échec. Elle repose sur le fait que tu as déjà survécu à l'échec plusieurs fois et que tu es toujours là. Viktor Frankl, qui a traversé les camps de concentration, écrivait que ce qui donne la force de continuer n'est pas l'absence de souffrance, mais le sens qu'on parvient à lui donner. La confiance construite fonctionne pareil. Elle ne vient pas de l'absence de doute, mais du sens que tu donnes à chaque action malgré le doute. Cette confiance-là a une particularité que les deux autres n'ont pas. Elle ne s'effondre jamais d'un coup. Elle peut vaciller après un échec, se fissurer légèrement, mais elle a des racines trop profondes, ancrées dans trop d'expériences réelles, pour disparaître entièrement. C'est la seule version de la confiance qui mérite vraiment d'être visée. Pense à quelqu'un qui a déjà échoué 10 fois dans un domaine et qui continue quand même. Ce n'est pas parce qu'il ignore le risque d'un 11e échec. C'est parce que les 10 échecs précédents lui ont appris qu'il pouvait tomber et se relever encore et encore, sans que cela ne détruise qui il est. C'est ça, la confiance construite. La certitude tranquille que tu peux survivre à l'échec, pas la certitude illusoire que tu ne vas jamais échouer. Alors, comment on construit concrètement ce troisième type de confiance? Premier pas, agis avant de te sentir prêt. Choisis une action précise, aujourd'hui, dans le domaine où tu doutes le plus. Pas une action parfaite. Une action réelle, même petite, même maladroite. Greene rappelle que la maîtrise ne s'acquiert jamais dans la tête, seulement dans le contact répété avec la réalité, avec ses échecs, ses ajustements, ses frictions. Voici un détail que presque personne ne mentionne. Cette première action ne doit surtout pas être spectaculaire. Plus elle est petite et accessible, plus elle a de chances d'être réellement accomplie. Et c'est l'accomplissement, même minuscule, qui compte, pas l'ampleur du geste. Deuxième pas, tiens un registre de tes preuves, pas de tes sentiments. Ne te demande pas « est-ce que je me sens capable aujourd'hui ?» Demande-toi « qu'est-ce que j'ai déjà accompli qui prouve que je suis capable, factuellement, indépendamment de mon humeur du jour ?» Épictète insistait sur cette distinction entre ce qui dépend de toi, tes actions passées et tes efforts réels, et ce qui n'en dépend pas, ton humeur fluctuante. Construis ta confiance sur la première catégorie, jamais sur la seconde. Concrètement, ça veut dire noter, même sommairement, chaque petite victoire que ton esprit aura naturellement tendance à minimiser ou à oublier. Le cerveau retient les échecs bien plus facilement que les réussites. Ce registre existe justement pour corriger ce biais naturel. Troisième pas. Accepte le doute comme un compagnon de route, pas comme un ennemi à éliminer. Ceux qui attendent la disparition totale du doute avant d'agir attendent une chose qui n'arrive jamais, même chez les plus accomplis. Le doute et la compétence coexistent chez toute personne honnête avec elle-même. Sun Tzu enseignait que le bon stratège n'élimine jamais l'incertitude du terrain. Il apprend à avancer avec elle en ajustant sa marche à chaque nouvelle information. Quatrième pas. Entoure-toi de gens qui célèbrent tes progrès réels, pas ceux qui flattent ton image. Greene met en garde contre un piège précis. Les flatteurs qui te disent constamment que tu es déjà excellent, sans jamais rien challenger, finissent par nourrir la fausse confiance, celle qui s'effondre au premier obstacle sérieux. Ce dont tu as besoin, ce sont des gens honnêtes, qui reconnaissent tes vrais progrès sans jamais te mentir sur ce qu'il te reste à apprendre,
Imagine un instant 2 versions de toi dans 10 ans. La première a attendu de se sentir prête. Elle attend encore. La deuxième a agi chaque jour avec un doute raisonnable en accumulant les petites preuves d'une compétence réelle, construite dans l'inconfort, jour après jour. Laquelle des deux aura, dans 10 ans, cette confiance solide que tu cherches aujourd'hui? La réponse n'a rien de mystérieux. Elle n'a jamais eu besoin d'attendre 10 ans pour commencer à se révéler. Elle commence dans les 5 prochaines minutes après cette vidéo avec le premier petit geste que tu choisiras de poser ou de reporter encore une fois. La confiance n'est pas la porte que tu dois ouvrir avant d'avancer. C'est la maison que tu construis en avançant, brique par brique, avec les mains, pas avec l'attente. Nietzsche l'a résumé mieux que quiconque. Ce qui ne te détruit pas te renforce. La confiance ne naît jamais dans le confort. Elle naît dans le contact répété avec ce qui te fait douter. Abonne-toi à Motivation Plus TV. La prochaine vidéo va changer ta façon de voir la peur.